Arma virumque cano Troiae qui primus aboris. Italia fato profugus lavinia juvenit. Litora multu ille terris iactatus et alto. Saluete amici, ici Fonfos, et on se retrouve aujourd'hui pour parler du court règne de Galba succédant à Néron. Dans cet épisode, il n'y aura rien de fondamentalement choquant, la fin va être un peu violente, mais c'est rien comparé à ce qu'on a vu avant. Galba n'est, contrairement à ses prédécesseurs, pas issu de la famille d'Auguste. C'est un membre de la gens Sulpicia, une famille extrêmement ancienne et richissime. C'est loin d'être la première fois que sa famille s'illustre. On retrouve ses ancêtres dans toute l'histoire romaine à des rôles importants comme au consulat. Pour justifier de sa légitimité, il expose dans le vestibule du palais impérial un arbre généalogique et fait remonter son sang jusqu'à Jupiter du côté paternel, et Pasiphae, épouse de Minos, fille d'Hélios et mère du Minotaure, du côté maternel. Il commence une brillante carrière militaire sous Tibère, et se fait notamment remarquer par sa sévérité et son impartialité lorsqu'il gouverne l'Aquitaine et les légions du Rhin sous Caligula et Claude. Galba, c'est un pur produit de la sévérité et de l'austérité romaine. Si je devais le résumer en un adjectif, ennuyeux. Ce n'est ni un psychopathe monstrueux comme Caligula, ni un mec chill un peu sénile comme Claude. Durant son règne, Néron se rend chez la Pythie de Delphes qui lui dit de se méfier de la 70e année. Néron comprend donc qu'il va mourir à 70 ans. Seulement, en 68, Galba a 70 ans. Il est alors gouverneur d'Hispanie tarraconaise, et nous, on va aller faire un tour en Gaule. Parce qu'en Gaule, il y a Julius Vindex. C'est un aristocrate issu de cette élite gauloise qui s'est acculturée à la civilisation romaine au cours du dernier siècle, dont la famille a été élevée à la citoyenneté par César ou Auguste, comme le laisse comprendre son nom de Julius. En 68, Vindex convoque une assemblée à Lyon et envoie des lettres pour appeler à se soulever contre Néron. Celle destinée à Galba l'appelle à se porter le vengeur et le chef du genre humain. Plusieurs oracles annonçaient déjà à Galba qu'il deviendrait empereur. Il rejoint Vindex et élève des légions pour se soulever. Et j'en profite pour vous dire que, même si j'ai pas trop eu le temps de vous parler de ça jusque-là, Suétone adore parler des présages. Il y a toujours, dans chacune de ses vies, un passage où il liste les présages annonçant l'arrivée au pouvoir d'un César, et un passage où il liste les présages annonçant sa mort. Galba est acclamé empereur par ses troupes. Tradition qui va se poursuivre jusqu'au 3e et 4e siècle, le coup d'état étant le sport préféré des légionnaires qui s'ennuient. Après son acclamation, il refuse d'abord le titre d'impérator, lui préférant celui de lieutenant du Sénat et du peuple romain. En mai 68, pas de manifestation étudiante, mais la mort de Vindex, défait dans une bataille contre Lucius Verginius Rufus, préfet de Germanie supérieure, resté loyal à Néron. Mais revenons à Rome. Parce qu'à Rome, Nymphidius Sabinus, préfet du prétoire, s'allie secrètement à Galba et donne de fausses informations à Néron, dont la folie empire encore. En juin, le Sénat sent bien que c'est la fin des haricots pour Néron. Donc, il vote sa destitution et son abolitio nominis, et reconnaît Galba comme empereur légitime. C'est là que Néron part avec Sporus et Épaphrodite pour se suicider. À la mort de Néron, Galba accepte le titre d'empereur. En juillet, Nymphidius Sabinus tente de profiter de ce laps de temps entre la mort de Néron et l'arrivée des légions de Galba pour prendre le pouvoir à Rome. Ça ne fonctionne pas. Galba le tue dès son arrivée avec d'autres conspirateurs prétoriens, ce qui laissera un souvenir amer à la garde. Son règne se passe plutôt bien. C'est un peu dur fiscalement, mais selon les standards de l'aristocratie romaine, ce n'est pas plus mal d'être gouverné par un vrai Romain bien austère. Parce qu'être sympa, c'est un truc de faible. Mais Galba avait mal compris un truc. Il pensait que son pouvoir venait du Sénat. Or, ce que l'on commence à voir se dessiner depuis la seconde partie du règne de Tibère, c'est que le pouvoir il est surtout entre les mains de la garde prétorienne, qui attend des pots de vin généreux. Et évidemment, en bon romain, Galba ne donne pas ses pots de vin, ni à la garde prétorienne, ni à aucun corps d'armée, puisqu'un soldat doit servir par devoir et non par appât du gain. Galba met aussi fin à tous les acquis sociaux obtenus par quelques professions sous Néron, dont le statut de légionnaire que Néron avait décerné aux rameurs. Donc, en gros, les vieux aristocrates réacs romains aiment bien Galba puisqu'il propose un retour aux sources, mais l'armée et le peuple, ils ne peuvent pas l'encadrer. Ce qui devait arriver arriva, et en janvier 69, l'armée de Germanie supérieure, celle qui a vaincu Vindex, fait parvenir une lettre aux prétoriens dans laquelle elle les informe que l'empereur élu en Espagne n'était pas de leur goût et qu'ils eussent à en choisir un qui fût au gré de toutes les armées. C'est Marcus Salvius Othon, sujet du prochain épisode, qui se propose comme remplaçant. Un jour de janvier, alors qu'il conduisait un sacrifice, Galba apprend qu'Othon a pris le contrôle du camp des prétoriens. Au lieu de s'y rendre pour tenter d'apaiser la garde, il se barricade dans son palais. Mais il est attiré au dehors par la rumeur qu'Othon est mort,
Se croyant hors de danger, il se rend sur le forum où l'attendaient 2 cavaliers avec pour ordre de le tuer. Othon abandonne la tête de Galba à la vindicte populaire, qui lui fait traverser Rome sur une pique. C'est finalement un affranchi du nom de Patrobius qui achète la tête de Galba et l'expose là où son ancien maître, fidèle à Néron, a été exécuté. Longtemps après, Agrius, l'intendant de Galba, réunit la tête et le corps et leur offre une sépulture dans ses jardins le long de la voie aurélienne. Je vous laisse donc en janvier 69 et on reprendra la semaine prochaine avec le règne tout aussi court d'Othon. Tantai molis erat Romana convergente